Dans cette vidéo, nous allons réviser un de tes chapitres de la classe de terminale en physique chimie qui consiste à forcer le sens d'évolution d'un système chimique. Dans une première partie, nous allons voir ce que signifie forcer une transformation. Puis dans un second temps, nous étudierons en détail le fonctionnement d'un électrolyseur. Et enfin, dans la dernière partie, nous verrons quelques aspects énergétiques avec les piles, les accumulateurs et les organismes chlorophyllins. Les plantes et les algues principalement donc. Mais avant d'attaquer cette vidéo, je préfère te mettre en garde. Si tu n'es pas au point sur quelques prérequis, tu risques d'avoir pas mal de mal à suivre ce qui va suivre. C'est notamment impératif que tu maîtrises ton chapitre sur le sens d'évolution spontanée d'un système chimique. Et surtout ce qu'on appelle la constante d'équilibre K. Alors bien sûr, à travers les quelques rappels que je vais faire tout au long de la vidéo, ça va peut-être te revenir clairement en mémoire. Mais si ce n'est pas le cas, je te renvoie vers cette vidéo que tu pourras revoir dans tes révisions. Alors tu n'es pas obligé de te précipiter dessus tout de suite, mais si jamais à l'issue de cette vidéo ce n'est pas très clair, alors il sera toujours temps d'aller la voir. Pour rappel, la constante d'équilibre K, ça dépend de la réaction chimique que tu étudies, et ça varie avec la température. Et nous, on va pouvoir calculer ce qu'on appelle le quotient de réaction, QR, qui lui va varier en fonction de l'avancement de la réaction. QR, c'est donc une grandeur qu'on va calculer. Et pour le détail du calcul de QR, ça fait notamment partie des prérequis dont je te parle. Et c'est disponible dans la vidéo dont je faisais référence à l'instant. Donc pour schématiser, tu vas souvent te retrouver avec un axe à une dimension comme ça. On va venir te placer K, la constante d'équilibre, qui correspond à ta réaction. Et QR va venir varier en fonction de l'avancement de ta réaction sur cet axe. Si on généralise ce qu'on vient de voir à n'importe quelle transformation chimique, alors la transformation peut avoir lieu dans le sens direct ou dans le sens indirect. Et en réalité, une transformation chimique, elle a toujours lieu en continu dans les deux sens. Et on ne peut rien faire pour empêcher ça. C'est-à-dire qu'en continu, tu as des réactifs qui forment des produits, mais que tu as aussi des produits qui forment des réactifs. Ça, c'est ce qu'on appelle le sens indirect. Mais pour compacter cette écriture, comme les chimistes sont avant tout comme toi et moi de bons feignants, ils compactent avec la double flèche qui résume ce qu'on vient de dire. La réaction a lieu dans les deux sens. Mais bon, de toute manière, tout ce que je viens de te dire, c'est avant tout des rappels. Si on prend par exemple un clou en fer qu'on va plonger dans une solution de zinc, la constante d'équilibre de cette transformation chimique, elle est de 1,5 x 10 puissance moins 11 à 25 degrés. Et ça signifie quoi? Ça signifie que la réaction, elle est très limitée dans le sens direct. Autrement dit, la flèche dans le sens direct, elle n'est presque pas existante. On pourrait se contenter d'écrire la flèche dans le sens indirect. Le quotient de réaction initiale, QR indice I, on précise l'indice I pour initial, il est égal à la concentration des ions Fe2+, divisé par la concentration des ions Zn2+. Car oui, pour rappel, on n'écrit pas la concentration des solides, ni des solvants lorsqu'on calcule les quotients de réaction. Et si tu as un peu de mal avec les quotients de réaction, c'est dans la vidéo dont je te parlais au tout début. Initialement, la concentration des ions Fe2+, elle est nulle. Donc le quotient de réaction initial, il est nul. Le quotient de la réaction, il va évoluer vers la constante d'équilibre. Mais puisque K, il est très faible, très proche de 0, la réaction, elle sera très limitée. QR va avoir tendance à se rapprocher de K, mais puisque QR, initialement, il est très proche de K, on a très peu de marge. Ça se traduit par une réaction vraiment très limitée. Et ça signifie quoi d'un point de vue chimique? Qu'on ne va vraiment pas pouvoir produire vraiment beaucoup de zinc à travers cette réaction. En tout cas, d'une manière spontanée. Arrivé à ce stade-là de notre réflexion, ce qu'on pourrait se demander, c'est est-ce qu'il est possible de forcer une transformation chimique? Imaginons que nous, à travers ce procédé, on souhaiterait créer du zinc. On vient de voir que le sens spontané nous dit que c'est mort. Est-ce qu'il existe un moyen de forcer la transformation chimique? Ce qui reviendrait à la faire évoluer dans le sens contraire du sens spontané. Autrement dit, le quotient de réaction, il va devoir s'éloigner de la constante d'équilibre. Donc si on étudie par exemple un quotient de réaction initial qui est placé à droite de la constante d'équilibre, dans le sens d'évolution spontanée, le quotient de réaction se rapprocherait de la constante d'équilibre. Et si nous, on souhaite avoir le quotient de réaction qui s'éloigne de la constante d'équilibre, on souhaiterait avoir une évolution forcée. Et nous, ce qu'on va voir dans la suite, c'est que ça, oui, c'est possible, mais ça nécessite un apport d'énergie extérieure. Donc retiens que le sens d'évolution spontanée, ça tend à rapprocher le quotient de réaction vers la constante d'équilibre, mais que dès que le quotient de réaction va s'éloigner de la constante d'équilibre K, ça va nécessiter un apport d'énergie extérieure. On va devoir forcer la transformation chimique. Dans cette deuxième partie, on va étudier en détail le fonctionnement d'un procédé qui permet d'inverser les réactions d'oxydoréduction par branchement d'un générateur de courant continu. Alors ce procédé, c'est ce qu'on appelle l'électrolyse. Et tu dois maîtriser le schéma et son fonctionnement sur le bout des doigts pour ton bac. Dans le détail, on va avoir un générateur qui va forcer la circulation d'électrons. Et tu vas rencontrer deux blocs plus ou moins bien séparés sur ton électrolyseur. Premièrement, on va avoir la cathode dans laquelle a lieu la réduction. C'est ici que les électrons sont consommés. Et deuxièmement, on a l'anode, dans laquelle a lieu l'oxydation. C'est ici que les électrons sont produits. Et attention aux petits détails qui ont leur importance lorsque tu réalises ce schéma. Les électrons, ils vont bien vers la cathode. C'est normal, ils vont bien vers là où ils sont consommés. L'intensité, elle est repérée par une flèche qui va vers l'anode.
Dans l'autre sens donc, car on parle bien du sens conventionnel du courant. Bref, attention à ne pas confondre les deux. Et les électrodes, elles sont plongées dans une solution aqueuse qui contient tout un tas d'ions. L'électrolyte qui permet d'assurer la conduction. Car oui, dans cette solution, il n'y a pas d'électrons libres qui se déplacent. Ce n'est jamais le cas dans une solution. Ce sont uniquement des ions qui vont se déplacer et permettre de boucler le circuit électrique. Bien, maintenant qu'on a vu l'électrolyseur en général, revenons à notre exemple lorsqu'on cherche à électrolyser du zinc. À la cathode, on a une plaque de zinc et à l'anode, on a une plaque en fer. Alors pour des raisons un peu pratiques, le schéma il est légèrement différent puisqu'on a séparé la cathode et l'anode. Et on a relié le tout avec un pont salin. Le pont salin, son rôle, c'est de faire circuler les ions plutôt qu'un grand bain. Mais on retient que ça change absolument rien à tout ce qu'on a dit juste avant. C'est juste pour éviter qu'il y ait des réactions un petit peu parasites si jamais on faisait un grand bain. La plaque de zinc, elle est plongée dans une solution de Zn2+, et de NO3-, et la plaque de fer dans du Fe2+, et du SO4-. Bref, tout ça on te le donnerait si jamais tu avais à faire ce genre d'exercice. On enclenche le générateur. Qu'est-ce qui se passe? Les électrons ils se mettent à circuler. À la cathode, les électrons sont consommés et sont réduits avec les ions zinc en zinc solide, selon l'équation numéro 1 de la cathode. À l'anode, le fer solide est oxydé et les électrons sont produits selon l'équation numéro 2 que tu vois à la ligne de l'anode. Et en bilan, on a consommé du fer solide, des ions zinc, et on a produit des ions fer et du zinc solide. On a donc atteint notre objectif. Notre électrolyseur a donc permis de forcer la transformation chimique et de produire du zinc solide. Le tour est joué. On vient de forcer la transformation chimique. Alors jusque-là, je t'ai relativement épargné avec les formules nouvelles, mais tu en as quand même au moins 2 qui te sont indispensables dans ce chapitre. Je vais te les présenter, puis on va les voir dans un exercice d'application directement à la suite. On a ainsi une relation entre le courant électrique en ampères, la charge en coulomb et la durée de fonctionnement de l'électrolyseur en secondes. On a aussi une relation entre la charge en coulomb, la quantité de matière d'électrons qui circulent dans l'électrolyseur et une constante F, qu'on appelle la constante de Faraday qui vaut 96 500 coulombs par mol. Alors pourquoi cette valeur et pas une autre? On va en discuter par la suite, car parfois certains professeurs te font retrouver cette valeur à travers un petit exercice, lors de ton cours ou lors d'un petit contrôle par exemple. Donc autant que tu les fais au moins une fois en entraînement, on ne sait jamais. On revient à notre électrolyseur. Disons qu'il a fonctionné pendant 45 minutes, et qu'en plus de ça il a délivré une intensité de 300 mA. La question, on te demande de calculer la quantité de matière de zinc qu'il a formée. Pour répondre à cette question, on va devoir utiliser les formules que je viens de te présenter, et on va souvent devoir combiner les deux. On écrit donc Q est égal à quantité de matière d'électrons fois F, la constante de Faraday. Nous, ici, on cherche une quantité de matière, donc disons qu'on a l'intuition que ça nous aiderait de connaître la quantité de matière d'électrons ici. On transforme donc l'équation pour écrire quantité de matière d'électrons est égale à la charge divisée par la constante de Faraday. Or, la charge, on a vu dans la deuxième équation que c'est égal à I, l'intensité, fois delta T, d'après l'autre équation. On remplace. Ici, on a dans les données que I, c'est égal à 300 mA, delta T, c'est égal à 45 minutes. On peut donc directement faire l'application numérique après avoir converti ça dans les bonnes unités. Donc les bonnes unités, pour rappel, c'était les secondes. Donc 45 minutes, c'est 2700 secondes. Et des ampères. Donc 300 mA, c'est 0,3 ampères. La constante de Faraday, c'est 96 500. Ça, on te le rappellerait dans les données de ton exercice. Et pour l'application numérique, on utilise la calculatrice. Bien, c'est une première étape, mais on n'a pas encore répondu à la question. Nous, ce qu'on cherche, c'est la quantité de matière de zinc qu'on a formée, pas la quantité de matière d'électrons. Or, à la cathode, on voit qu'il faut 2 moles d'électrons pour produire 1 mol de zinc. On en déduit donc que la quantité de matière de zinc, c'est la quantité de matière d'électrons divisée par 2. Soit, après calcul, 4,2 fois 10 puissance moins 3 mol. N'hésite pas à revenir en arrière et revoir cet exemple si ce n'était pas clair au premier visionnage. Car tu dois vraiment comprendre ce qu'on vient de faire. L'idéal, c'est même que tu arrives à le faire tout seul. Alors je te l'avais promis un petit peu avant, mais la constante de Faraday qu'on va très souvent te rappeler dans les énoncés, 96 500 coulombs par mol, ce n'est pas une valeur qu'on a sortie du chapeau comme tu t'en doutes sûrement un petit peu. C'est la charge d'une mole d'électrons. Alors en valeur absolue bien sûr, sinon il y aura un signe moins devant. Un Faraday, c'est donc égal à Na, le nombre d'Avogadro, fois moins E, la charge d'un électron. Autrement dit, c'est égal à 6,02 fois 10 puissance 23, le nombre d'Avogadro, fois 1,602 fois 10 puissance moins 19, la charge d'un électron, et ça en faisant l'application numérique, c'est environ 96 500. Car oui, c'est une valeur arrondie. Donc tu vois, le calcul il est relativement simple. Et je te le disais, cet exercice on le fait faire parfois en petit contrôle ou lors d'un examen. La troisième partie, elle va être assez courte et elle va traiter des aspects énergétiques. On a tous chez nous plein de piles qui convertissent de l'énergie chimique en énergie électrique.
Et pour faire ça, la réaction qui a lieu est une réaction spontanée d'oxydoréduction. On n'a donc à aucun moment besoin de forcer quoi que ce soit. Les inconvénients principaux des piles, c'est qu'elles ne permettent pas de stocker de grandes quantités d'énergie et qu'elles sont en général polluantes à cause de leur composition. Bref, à l'intérieur, c'est une réaction spontanée, mais par contre, les composants qu'on va retrouver à l'intérieur, il faut pas les laisser dans la nature tels quels. Tu as aussi probablement chez toi des accumulateurs qu'on peut aussi appeler improprement des piles rechargeables. Les accumulateurs, ils sont créés pour pouvoir être rechargés lorsqu'ils sont déchargés. À l'inverse des piles qui, elles, une fois qu'elles sont déchargées, ne peuvent plus être rechargées. En fonctionnement de charge, un apport d'énergie sous forme d'électricité vient convertir cette énergie en énergie chimique. Donc pour charger, on utilise de l'énergie électrique pour avoir de l'énergie chimique. Et lorsqu'on décharge, on utilise de l'énergie chimique pour avoir de l'énergie électrique. Bref, jusque-là, il n'y a rien qui doit te choquer. Pense par exemple à une batterie de ton téléphone. Pour la charger, tu le mets sur le secteur, donc tu utilises de l'énergie électrique pour avoir de l'énergie chimique dans ta batterie de téléphone. Et lorsque ta batterie de téléphone est en fonctionnement, tu as de l'énergie chimique dans ta batterie pour avoir de l'énergie électrique dans ton téléphone que tu utilises. Mais l'homme, finalement, il n'a rien inventé, puisque les organismes chlorophylliens, comme les plantes ou les algues, peuvent convertir du dioxyde de carbone en présence d'eau en matière organique grâce à un apport d'énergie sous forme de lumière. Ça, c'est ce qu'on appelle la photosynthèse. C'est une réaction forcée, mais l'apport d'énergie ne se fait pas sous forme d'électricité, mais de lumière. La réaction spontanée serait une réaction qui aurait lieu dans l'autre sens, et produirait du dioxyde de carbone. C'est d'ailleurs ce qui a lieu la nuit de manière totalement spontanée. C'est pour ça qu'on dit que les plantes créent du dioxyde de carbone la nuit. Bref, tu vois qu'on peut forcer des transformations chimiques avec autre chose que de l'électricité. C'est tout pour cette vidéo, si tu l'as appréciée, n'oublie pas le pouce bleu, de t'abonner. Je publie très régulièrement des vidéos de qualité pour t'aider à cartonner à ton bac de physique-chimie. Et n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil sur mon site, tu y trouveras tout un tas de choses, des fiches de révision, des astuces, des cours particuliers, bref, je te laisse aller jeter un coup d'œil. Bonne révision et on se dit à bientôt.